L'actualité cette semaine au Bénin, qui prenait corps à Paris, l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, met le Bénin sur la liste des pays moins sûrs. Cela coïncide avec la présentation du premier rapport de la Commission béninoise des droits de l'homme, suivi d'une polémique qui est loin de s'éteindre. Le Bénin mérite-t-il la place à lui faite désormais pour 12 mois par l'OFPRA? Quelles sont les implications de cette décision? Élection présidentielle de 2021 et le combat des OSC pour la suppression du parrainage. Nous évoquerons ces différents sujets avec Ralmeg Ganaro, président de l'ONG Changement Social, membre de la plateforme électorale des organisations de la société civile. Ralmeg Ganaro, bonjour. Bonjour. Ben, vous, auditeurs, vous également, vous pourrez intervenir à partir de la page Facebook de Bénin Web TV, tout comme nous recevons d'un instant à l'autre, donc en deuxième partie, dans une heure environ, Arnaud Doumarou pour le côté jardin concernant l'invité. Mais en attendant, eh bien, Koshimo, c'est à vous. Figé, bonjour. Bonjour. Monsieur Ralmeg Ganaro, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons commencer avec cette actualité concernant l'OFPRA qui a retiré temporairement le Bénin donc de la liste des pays sûrs. En tant que membre de la société civile, défenseur des droits de l'homme, quel regard portez-vous sur cette décision-là? D'abord, je vous remercie pour l'invitation et l'intérêt porté à la société civile en ces moments, disons, sensibles de notre histoire parlant d'état de droit, de notre histoire parlant de démocratie. Le Bénin a de tout temps habitué le monde entier à des pratiques de très bonne gouvernance, à des pratiques à être considéré comme un modèle d'état de droit et de démocratie. Ce n'est pas un hasard si nous étions jusqu'à la semaine dernière, si nous étions encore sur cette liste. Mais je vais m'attarder sur la décision en fait de l'OFPRA parce que en réalité ça nous laisse des ressentis du moment où à la société civile les efforts que nous fournissons au quotidien sont pour éviter ça. Je pense aussi que le jeu de la coopération internationale au Bénin ici, c'est aussi pour ça. Et le dialogue constant entre le Bénin et les mécanismes onusiens et bientôt régionaux, c'est aussi pour ça. C'est pour éviter ça que nous nous investissons tant en tant qu'acteurs non gouvernementaux au niveau national, OSC, en tant qu'acteurs de coopération internationale, et aussi le gouvernement même s'investit. Donc ça ne se comprend pas que nous nous retrouvions là avec une telle décision. Ça suppose tout simplement que... Une instance comme l'OFPRA, comment ça prend une telle décision? Non, vous avez bien suivi, vous avez bien lu aussi les déterminants. C'est les leviers principaux, c'est les éléments d'état de droit. Et je ne suis pas là en train de révéler un secret. Le chef de l'État lui-même, dans son entretien avec Jeune Afrique, a admis qu'il y a eu des reculs. Alors la question, ce n'est plus pourquoi ces reculs, est-ce que c'est logique, nous sommes dedans tout le temps, nous autres, la société civile, dans le plaidoyer, en train vraiment de fustiger, de vouloir accompagner, de vouloir faire corriger, de susciter le dialogue au plus haut niveau, que ce soit à Genève ou ailleurs. Mais vous voyez, la question fondamentale maintenant, c'est est-ce que nous sommes décidés à l'interne, que ce soit OSC, que ce soit gouvernement, que ce soit acteurs de coopération? Parce que vous voyez, même la France, parce que la décision de l'OFPRA, quoi qu'on dise, c'est une institution française. Voyez-vous. Et cette décision vient en fait en aval. Nous aurions aimé qu'en amont, par le jeu de la coopération, la France travaille, dialogue. Est-ce que dans l'ombre, il n'y a pas eu des... Pour que nous n'ayons pas, c'est-à-dire, la finalité, ce n'est pas
en fait, d'arriver à ces... Nous, on ne triomphe pas de ça. Est-ce que justement, la décision n'est pas venue après peut-être des remises à l'ordre dans l'ombre? Non, bon, écoutez, l'État est souverain, pas de remise à l'ordre. C'est pour ça qu'il parle de dialogue. C'est-à-dire, je pense que ce soit la France, les États-Unis, l'UE, et que ce soit d'autres coopérants, c'est-à-dire, le dialogue pouvait vraiment, un peu comme nous essayons de faire avec le gouvernement, on pouvait vraiment empêcher ça. C'est-à-dire, ce n'est pas lorsqu'on a fini. Est-ce que vous avez vu la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali et qu'on soit sur cette liste? Non, c'est des pays très instables. Vous voyez, ce que nous aurions inspiré, c'est que le jeu de la coopération empêche le Bénin d'aller là. Que le dialogue constant, c'est-à-dire de la société civile, que le dialogue constant des coopérants sur place avec le gouvernement nous évite ça. Cela vous laisse de ressentir, dites-vous, mais est-ce que au finish, ce n'est tout de même pas une manière de porter votre combat à l'international, vous qui n'avez pas réussi à vous faire entendre à l'interne? Non, la finalité de cette affaire-là, c'est quoi? C'est que si demain vous êtes touchant du bois, vous êtes menacé, vous pourriez tout simplement être facilement admis, et voilà, et à résider en France, et en considération de ce que votre pays n'est pas du tout sûr. Mais écoutez, moi j'ai pas le souhait, on ne travaille pas pour que les citoyens se retrouvent aux frais en France. Non, non, justement. C'est pour ça que je dis, les efforts de la société civile, les efforts des acteurs de coopération sur place devraient permettre à tout citoyen béninois d'être à l'aise chez lui, mais pas en France. C'est-à-dire, je ne vois pas d'intérêt dans cette décision-là. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt dans ça. Pour nous, ça, on ressent ça comme un échec. Parce que, et je pense même que la France elle-même doit prendre ça comme un échec. Parce que le jeu de la coopération, les peuples sont amis sur les principes. Les peuples sont amis sur les principes. Si vous voyez l'Union européenne au Bénin, c'est sur la base des principes portés par Bruxelles. Voilà. Si vous voyez la France amie avec le Bénin, c'est sur la base de ce que tout le monde connaît de la France. Un peuple près de la liberté, des droits de l'homme, tout ça, ainsi de suite. C'est ça. Donc, c'est ça qui devait triompher. Et non les conséquences de l'échec de ces principes-là chez nous. Et donc, c'est une... franchement, tout ça pour ça, tant de combats pour que le Bénin soit déclassé à ce niveau, et tant de combats pour que désormais, en fait, c'est-à-dire on soit perçu comme un pays moins sûr. Je pense que chacun de nous devrait encore retrousser les manches, que ce soit les OSC, que ce soit les acteurs de coopération sur place, que ce soit le gouvernement, on devra retrousser les manches pour retrouver, c'est-à-dire pour retrouver notre blason de pays modèle, de droit et de démocratie, tout simplement. Voyez-vous, les États qui ne sont pas sur cette liste-là, ça n'a rien changé dans ces pays-là. Vous voyez la crise en Côte d'Ivoire, vous voyez la crise au Mali, vous voyez l'insécurité au Burkina, ainsi de suite. Ce n'est pas le fait de rendre le pays moins sûr et qui fait que vous avez, disons, une rectification des politiques. Partout où ça a été, il faut éviter de toucher le fond de l'abîme. C'est ça en fait. C'est-à-dire, cette descente dans l'abîme, c'est ça qu'il faut éviter. Mais une fois dedans, mais les gens s'y complaisent. Oui, mais vous parlez de la Côte d'Ivoire. Au point même, c'est-à-dire de faire des comparaisons négatives. Vous parlez de la Côte d'Ivoire, vous parlez du Mali, mais est-ce qu'il ne faut pas comprendre cette décision de l'OFPRA comme quoi le gouvernement béninois est devenu une insécurité, en tout cas en matière des droits de l'homme, en matière des droits humains pour ses citoyens simplement? Oui, mais cela s'en déduit, mais encore une fois, c'est-à-dire, en fait, on n'est pas dans une posture curative, on est dans une posture préventive. Tout ce que nous avons fait depuis 4 ans, que ce gouvernement-là est sur place, depuis plus de 4 ans, c'est pour éviter d'en arriver là. Tout ce que nous avons fait, essayant de dialoguer, essayant d'accompagner, essayant d'appeler au dialogue au plus haut niveau, au niveau international, c'est pour éviter ça. En fait, on n'a pas beaucoup communiqué dans les médias, à la télé ou à la radio, partout dans tout ce que nous faisons. Mais le gouvernement sait que nous l'avons amené à répondre au plus haut niveau devant de grandes instances de tout ce qui aujourd'hui maintenant amène en fait à prendre cette décision-là. Et nous aurions aimé que les uns et les autres soient ouverts d'esprit. Nous aurions aimé qu'au lieu d'aller faire ce dialogue-là au plus haut niveau, hors du pays, que ce soit même pas le jeu de la coopération, que ce soit plus régulier sur place ici. Parce que ce n'est toujours pas intéressant de se retrouver là. Il faut avoir des ouvertures de dialogue. Il faut avoir des possibilités de corriger le tir. Personne ne doit, c'est-à-dire se satisfaire de cette décision qui, pour le moins, nous expose dans un référentiel négatif où vous allez voir des gens encore désormais se complaire à ce que oui, mais écoutez, ça n'a pas empêché la Côte d'Ivoire, d'avoir si le Mali, de continuer par voilà, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas intéressant d'arriver à ça. Nous sommes au fond de l'abîme, on ne devait jamais descendre là.
Est-ce que finalement on peut dire que cette décision est l'illustration donc de l'échec du combat de la société civile? Écoutez, comme je le dis, on ne se satisfait pas nous autres de ce que nous faisons au quotidien. Autrement, on aurait cessé de fonctionner. Je vous ai dit que nous avons utilisé des moyens, des outils pour forcer le dialogue. Nous avons utilisé des moyens, des outils pour accompagner. Parfois même, il y a certaines décisions et certains actes qui ont été posés et qu'on peut même classer sous le coup de l'excuse d'ignorance aux acteurs qui l'ont posé, parce qu'ils ne savaient pas en réalité que nous ne sommes plus en vase clos, que nous sommes dans un village planétaire où il y a des standards, il y a des principes. Vous savez, il y a parfois, on s'est dit, bon là c'est une méconnaissance. Parfois on s'est dit, non là c'est un mépris des normes, des principes. Parfois on se dit, non, là c'est une transgression. Parfois on se dit, non, là c'est une agression carrément des principes. Mais vous savez, à chaque fois, on essaie la bonne posture pour pouvoir dialoguer avec l'acteur, lui faire comprendre. En fait, nous ne sommes pas contre vous. Parce que ceux qui ne comprennent pas, la dialectique qui a prévalu jusque-là, c'est quoi? C'est qu'on dit, nous sommes prêts à sacrifier les droits d'une minorité qui réclame les droits civils et politiques pour satisfaire les droits d'une majorité et en proie, c'est-à-dire aux besoins relativement aux droits socio-économiques. Pour le développement. Pour le développement. Mais à la réalité, les statistiques que nous avons aujourd'hui, les éléments de terrain que nous avons, ne donnent pas raison à ceux qui ont fait ce choix. Malheureusement. Malheureusement. Donc, quelque part, ils doivent se dire, mais tout ça pour ça. Si nous avons sacrifié les droits civils et politiques pour faire le développement, et qu'après 4 ans et demi, on se pose des questions, lorsqu'on va à Monsoro ou à Didja, lorsqu'on va à Gounan, lorsqu'on va à Bobé, à Banté, ainsi de suite, on se dit, mais non, ça, tout ça pour ça, il y a un problème. Il y a un problème. Revenons à la décision de l'OFPRA. Vous avez commencé par évoquer les conséquences tantôt, à savoir que les demandeurs d'asile en provenance du Bénin vont avoir un peu plus de facilité. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences, d'autres implications? Oui, mais généralement, c'est beaucoup plus des éléments de coopération en fait. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le cadre de coopération. Et à la limite, même nous, société civile, on peut en partie interpeller les acteurs de coopération. Parce que ce n'est pas un service qu'on nous rend en rendant notre pays, moi, en disant aux gens, allez vous réfugier en France. Ce n'est pas un service qu'on nous rend. Le service à nous rendre, c'est éviter que les nôtres sortent d'ici. C'est insister sur les principes dans le dialogue. Ça, c'est en amont. C'est en amont. Là, on n'y est plus là. Non, mais écoutez, on n'est pas fataliste. Vous avez vu que c'est une décision, c'est-à-dire transitoire. On peut encore corriger le tir. On peut encore corriger le tir. C'est pour ça que je dis, nous pouvons encore corriger le tir. Oui, parce que ces acteurs qui sont là, quand vous prenez l'UE a des principes de dialogue basés sur la gouvernance et l'état du droit. Quand pour les Américains, c'est encore plus exigeant. Quand vous prenez les États eux-mêmes, les leviers d'interaction, c'est-à-dire, je ne pense pas qu'on puisse tous croiser les bras sur la violation, la transgression, l'agression des principes. Et après se contenter de ce que, oui, mais voilà, je peux aller me reposer en France parce que c'est menacé chez moi. Mais non, c'est pas ça la finalité. On n'a jamais travaillé sur la société civile pour que les gens se retrouvent en France à l'aise. Non, on travaille pour que les gens se retrouvent à l'aise chez eux, au Bénin, et non ailleurs. Et nous allons continuer par travailler au respect, à la célébration des principes. Nous allons poursuivre l'interaction triangulaire entre acteurs de coopération et au gouvernement pour revenir sur le bon chemin. Nous autres, nous sommes trop attachés au modèle démocratique du Bénin. Nous sommes trop attachés au modèle démocratique du Bénin. Même si ça se conjugue par certains déjà au passé, nous sommes trop attachés à ça pour laisser ça partir. C'est une descente aux abîmes que nous n'allons pas, c'est-à-dire entériner. Nous sommes dans la logique, en fait, d'endiguer le mal. On ne peut pas croiser les bras. Dans l'interaction constante que nous avons avec ces différents acteurs, tant de coopération que gouvernementaux, pour nous retrouver, en fait, au fond de l'abîme. Pas possible. On n'est pas fataliste. On peut encore retrousser les manches. On peut encore, c'est-à-dire insister sur d'autres leviers. Nous sommes actuellement en train d'explorer toutes les pistes possibles. Mais ce n'est pas possible. Vous savez, certains disent, même pour aller plus loin, parce qu'on parle de la civile et politique, la liberté de choisir en démocratie. On va y revenir avec Ganaro, mais est-ce que, tout comme l'OFPRA, il est possible, il en existe des instances ailleurs dans
peut-être d'autres pays, peut-être au niveau de l'Union africaine ou de l'ONU, qui peuvent ainsi dénoncer ou, enfin, prendre des décisions du moins qui traduiraient, n'est-ce pas, cette descente en matière de défense des droits de l'homme au Bénin? Il y a eu assez de décisions. Le problème au Bénin, c'est que, et ça, je ne jette pas une pierre dans le jardin des journalistes, mais c'est que ça fait partie des préoccupations que j'ai avec la des médias. Il y a eu beaucoup de productions. Mes collègues d'Amnesty ont balancé beaucoup de capsules depuis quelques années. Achèvement social, nous avons publié beaucoup de rapports. Le Bénin a été à des examens aux Nations Unies, a sorti des recommandations fortes. Et pendant que nous étions en pleine crise en mai 2019, nous avions travaillé à ce que la Commission africaine, depuis Sharm el-Sheikh, fasse des recommandations fortes, prenne une résolution sur le Bénin. Nous avons travaillé à ce que la société civile au niveau régional s'adresse en fait à l'Union africaine par rapport au Bénin. En fait, des alertes depuis un certain temps. À sortir de prises de position claires de la communauté internationale, au niveau régional et au niveau onusien. Le comité contre la torture a des recommandations fermes au Bénin. Le rapport de Changement social Bénin sur les droits de l'homme relativement au LAC 2019 est publié fin 2019, a remis encore, a actualisé toutes ces recommandations faites au Bénin. Dans ce rapport en ANES, vous avez tout ça. Nous avons rappelé encore aux acteurs de coopération et au gouvernement d'avoir à tenir compte de ces recommandations dans les démarches de gouvernance les mois qui allaient suivre. Mais nous sommes là un an après avec une décision qui ne nous en a pas du tout. Et donc au fond, c'est que nous ne sentons même pas en réalité que les médias travaillent sur les outils produits, sur les éléments, sur les productions, tant au niveau communautaire, régional qu'onusien. Vous pensez que les médias béninois sont complices des autorités béninoises? En fait, il n'y a pas un travail. J'ai gardé l'impression jusque-là que même les médias sont dans le buzz. Il n'y a pas un travail approfondi. Nous avons produit beaucoup. Changement social, Bénin, Amnesty, on produit beaucoup sur la civile et politique. Et en amont et puis en aval, vous avez eu beaucoup de réponses de la communauté internationale, surtout des Nations Unies et de la Commission africaine. Mais vous n'en avez rien fait. Les médias n'en font rien. Donc, en fait, c'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas dans l'actualité de ce que l'OFPRA dit, parce que je ne suis pas médecin après la mort. Encore que la mort n'est pas encore prononcée. C'est juste un diagnostic. Mais c'est-à-dire que je suis suffisamment déçu de ce que, mais tout ça, pour ça, on a fourni trop d'efforts. Pour ne pas en arriver là. Mais justement, on a fourni trop d'efforts. Trop d'efforts de monitoring. Trop de fiches de plaidoyer. Donc la question c'est, maintenant après, encore une fois je vous dis, ceux-là qui mesurent l'activisme, sur Facebook, sur les groupes WhatsApp, ou à la télé, la radio, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. L'activisme en droit de l'homme, il y a beaucoup de leviers que malheureusement les médias ignorent et nous interpellent parfois à tort. Il faut aussi distinguer l'activisme en droit de l'homme à la société civile de l'activisme politique. Je ne suis pas activiste politique. Mes collègues, que ce soit Amnesty ou ne sont pas activistes politiques. Il faut que les médias apprennent à distinguer les outils d'activisme. Quand on est dans la société civile, quand on est dans le droit de l'homme et quand on est en politique. Et donc nous avons travaillé à rester à notre place et à pédagogiquement inviter les acteurs à nous reconnaître tels que nous sommes et à récupérer les extraits de nos efforts. Malheureusement, ça n'a pas été compris. Que ce soit vous, des médias, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit les acteurs gouvernementaux n'ont pas compris. Ceux qui nous ont un peu compris, les acteurs de coopération, qui ont un peu compris nos démarches. Hélas, le Bénin est parti à plusieurs conventions. Le Bénin s'est revendiqué à chaque fois membre d'une communauté régionale, d'une communauté internationale de principe, mais malheureusement peu célébrée dans ce pays. Vous savez, après certains aveux suffisamment simples et clairs du chef de l'État dans son entretien avec Jeune Afrique, j'ai vu même peu de médias reprendre des morceaux pour travailler avec. Il y a juste eu le buzz sur des éléments en fait qui ne nous intéressent pas. Mais il y a des éléments clés dedans sur lesquels nous devrions travailler. Quel élément a retenu votre attention, par exemple, que les médias ont oublié? Nous devrions, en fait, la comparaison qu'on fait entre liberté, droits de l'homme et développement est une comparaison qui ne tient pas.
les droits de l'homme sont indivisibles. L'individu qui ne participe pas à la satisfaction de ses droits économiques, sociaux et culturels expose ses droits à la corruption. C'est lorsque le citoyen qui a des droits créances, dès lors que vous avez dégagé les ressources publiques, vous avez mis en place une agence, vous avez mis en place, vous avez élaboré un projet, dégagé des ressources, mis en place une agence, une équipe projet, je ne sais quoi, dans un ministère, pour satisfaire ses droits économiques, sociaux et culturels, dès lors que vous avez fait ça, et qu'en amont, le bénéficiaire, le citoyen, la cible, n'est pas sujet de droits, créances, n'est pas titulaire de droits, créances sur ça, avec tout ce qui l'accompagne, comme élément d'exigence, comme élément, c'est-à-dire, ce droit sera soumis à détournement, à corruption, à trafic d'influence, à un peu de tout. En fait, c'est pour ça que parfois nous sommes perplexes, nous nous disons, mais est-ce que ce n'est pas une méconnaissance? C'est-à-dire, la bonne foi est là, la volonté politique est affichée depuis 4 ans. Vous avez les moyens qui ont été levés, ils ont levé assez de ressources. Le gouvernement. Mais oui, mais cette opposition entre droits de l'homme, liberté et développement, ça ne tient pas du tout. Et c'est pourquoi 4 ans après, en termes d'impact social, ils n'ont pas les résultats. Et il y a eu également, je le disais, ce rapport de la Commission béninoise des droits de l'homme qui a été présenté au chef de l'État. Officiellement, on ne connaît pas encore le contenu, du moins ce n'est pas encore rendu public, mais pour le compte rendu fait dans les médias notamment, comme vous l'avez constaté durant toute cette semaine, eh bien c'est que ce rapport est favorable aux droits de l'homme, est favorable au gouvernement, aux efforts du gouvernement. Donc tout le contraire du discours que vous avez tenu juste là. Non, il ne faut pas, s'il vous plaît, il faut pas ramener les efforts de la commission à quelques phrases ou à quelques minutes de vidéo, et je dirais opportunément diffusées sur des réseaux sociaux ou sur des sites officiels. Donc il s'agit d'une manipulation, selon vous? Non, je ne dirais pas ça, le mot est trop fort. Mais je pense qu'on peut, les Béninois peuvent attendre à voir le rapport. Vous avez lu le rapport? Vous avez ce privilège? Je ne suis pas autorisé à mentionner le contenu du rapport et en violation de la démarche décidée par la commission. La commission, toute préséance due, et même si c'était vraiment tardif, à notre avis, a quand même attendu que le chef de l'État reçoive le rapport. Et là maintenant, ils sont dans une démarche d'assurer la diffusion avec les autres institutions de la République, après revenir en fait aux autres corps de la République, et progressivement, la diffusion se fera par rapport au contenu. Donc je me garderai en fait d'exprimer ou bien de parler du contenu, même si de façon cette coïncidence d'agenda, ça vous a interpellé aussi? Mais au fond, il y a une chose importante que les Béninois doivent, pourraient garder à l'esprit. Ni Amnesty, ni Changement Social Bénin, ni la Commission n'auraient en fait l'apanage de la vérité en matière de droits de l'homme. Et vous savez, le monitoring et le rapportage en matière de droits de l'homme obéissent à des principes. Et vous avez des principes selon la typologie, la catégorie, la spécificité du droit. Vous avez des principes qui sanctionnent les actes des États. Et donc de ce point de vue, il ne faut pas vraiment, et la Commission ne fera pas un miracle. Je ne pense même pas que le rapport de la Commission soit en déphasage avec tout ce qu'Amnesty a eu à publier, tout ce que CSB, Changement Social Bénin a eu à publier. Mais quand on lit les médias ces derniers temps, c'est pas l'impression qu'on a. Parce que le rapport, c'est encore une fois, je vous dis, ne ramenez pas le travail des 11 commissaires durant des mois dans la douleur et sans ressources même. Parce qu'en 2019, ces gens n'ont pas eu un seul copain, qui n'ont pas eu un seul stylo. Vous avez dit tout à l'heure que le gouvernement a levé des fonds. Ne ramenez pas, ils ont levé des fonds pour le PAG, j'avais dit. Donc ne ramenez pas en fait les efforts de ces vaillants commissaires et à quelques bouts de phrases, ou à quelques minutes. Mais pour l'instant, il ne s'en offusque pas, visiblement. Opportunément diffusé. C'est une institution. C'est une institution qui a une démarche. Et encore une fois, vous savez, une institution respectable, et que ce soit ONG, que ce soit institution de la République, les médias ne doivent pas exercer une pression sur nous au point où on manque de méthode.
Oui, mais c'est trop lourd comme méthode, ce que vous avez là. Donc, ce qu'il y a, c'est que... Non, c'est pas trop lourd. En face, vous voyez la machine du gouvernement. Non, parce que... Non, ce que je veux dire, c'est quoi par rapport à la diffusion du rapport, par rapport aux informations qui devraient... En fait, c'est quoi? Même, je venais de vous dire que, en tant qu'ONG, avec tous les risques que nous prenons, parce qu'on a moins de protection que les commissaires de la commission béninoise. Mais, avec tous les risques que nous prenons, pour vous produire, pour être à disposition des informations, pour que la communauté internationale se positionne sur le Bénin, et qu'il ne reste en fait que votre implication pour que le plaidoyer soit vraiment efficace. Avec tous les efforts que nous fournissons, nous ne sentons même pas que je sois récupéré comme cela se doit. Ce que vous auriez aimé, c'est que moi, Ramel Ganaro, je me retrouve avec ma page Facebook suffisamment animée, avec des capsules que je balance chaque jour, pour tirer sur le gouvernement, et là ça fait buzz, ou bien que je sois tout le temps sur je ne sais quelle radio, sur quelle, c'est pas ça l'activisme. C'est pas ça l'activisme. Donc nous avons l'obligation aussi de vous amener à comprendre comment nous fonctionnons. En droit de l'homme, lorsque vous êtes dans le plaidoyer en droit de l'homme, tant au niveau national, communautaire, régional qu'international, vous n'êtes pas dans la démarche. Oui, mais ici, on parle des choses concrètes, des faits et des négations de faits. Vous dites? On parle des choses concrètes, des faits et des négations de faits. Oui, mais ce que vous dites, c'est-à-dire, pour vous, du simple fait, je vous dis que je vous demande d'attendre d'avoir le rapport avant d'apprécier le travail de la commission. Encore une fois, nous avons foi en ce que ce rapport ne peut pas se détacher dans son contenu de ce que nous avons monitoré, que nous avons déjà restitué au Bénin depuis novembre 2019. Ça ne peut pas se détacher de ce que Amnesty a restitué au Bénin. Ce n'est pas possible. Parce que justement, le travail fait par ces deux institutions de la société civile, Sciences sociales Bénin et Amnesty, sur les questions des droits de l'homme, a suivi des principes. Et la commission, c'est-à-dire en tant qu'émanation de mécanismes ou bien d'instruments onusiens, ne peut pas déroger à ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis, nous sommes confiants de ce que la commission, c'est-à-dire le rapport, son contenu, ne peut pas se simplifier à quelques bouts de phrases que vous avez entendus et qui fait réagir depuis quelques jours. Patientez, attendez d'avoir le rapport pour les gens, et puis vous comprendrez que, c'est-à-dire, en droit de l'homme, nous avons des règles, nous avons des principes. Nous avons des règles, des principes. Et quand on en vient à dire à un État, ça vous avez violé, c'est que c'est une violation. Mais ce qui se passe aujourd'hui, vous pensez? Comment? Ce qui se passe aujourd'hui, vous savez? La communication qui est menée autour donc de ce rapport-là. Non, pourquoi vous voulez en fait que nous nous autoflagellons parce que la presse a une démarche? Non. Pourquoi la presse c'est une tyrannie sur les institutions par rapport à sa manière de fonctionner? Non. Et la presse béninoise est trop habituée. Vous savez, j'ai lu peu de documents d'investigation sur les questions de la au Bénin. Ça fait partie des regrets et des gènes que nous avons. Nous voudrions même interagir avec les médias sur des dossiers sensibles. C'est-à-dire que, en fait, ce n'est peut-être pas le lieu d'insister sur ça, mais c'est que nous voudrions avoir une presse suffisamment sensible à la démarche des droits de l'homme en termes de monitoring et de rapportage. Et ce n'est pas le cas. Mais pourquoi vous avez la presse dans votre ligne de mire alors que vous savez que la presse n'est pas en dehors de celui qui est derrière? Comment? Vous m'avez parlé tantôt de la manipulation. Vous savez que la presse ne se met pas elle seule à agir. Je n'ai pas sorti de manipulation. J'ai dit qu'il y a une diffusion opportune. À vous d'apprécier. Pour nous, c'est assez opportuniste que de prendre quelques bouts de phrases du discours de présentation du rapport du président et après, c'est-à-dire de dire voilà, c'est un discours laudateur, voilà, ainsi de suite, sans rentrer dans le rapport. C'est assez opportun. Parce que ce n'est pas la méthode de la commission qui est c'est-à-dire la méthode très lourde que Vigila a souligné. Bon, je pense que vous aurez l'occasion. La seule chose de ma position que je pourrais, c'est-à-dire pas reprocher, mais que je pourrais suggérer à l'avenir, tant à la commission qu'à la Sénat, parce que là, nous avions aussi déploré le retard que la Sénat met à publier ses rapports, même en violation du code électoral. Vous savez, il y a des processus sur lesquels, lorsque vous les monitorez, il est important, dans un délai suffisamment raisonnable, de verser dans l'arène publique vos observations, votre rapport, pour que les prochains cycles de ces exercices puissent tenir compte en fait de vos observations. Le rapport de 2019 de la Commission, ayant suffisamment travaillé sur le contexte préélectoral, électoral et post-électoral 2019, aurait gagné c'est-à dire en utilité, si vraiment sa publication avait été... Est-ce que ça également c'est la loi, qui l'inspire? Non. Puisque il en est de même
la loi n'a prescrit que la démarche de préséance. Si vous permettez. Mais le timing, c'est-à-dire après, c'est-à-dire qu'on soit en 2020 et que le rapport soit disponible en octobre 2020, je pense que c'est des éléments sur lesquels la commission certainement, c'est-à-dire va revoir en fait, ça aurait été intéressant même que ce rapport influence le cycle électoral des élections communales et que nous avons déjà, c'est-à-dire bouclé. Et donc, et la Sénat aussi n'est pas épargnée. La Sénat a sorti son rapport sur les élections 2019 tardivement. J'ai dû envoyer maintes lettres, maintes relances, c'est-à-dire itératives, pour vraiment avoir ce rapport-là. Et quand Et c'est pas normal. Même pour la Sénat, c'est même pire, c'est que c'est en violation du délai principal de la loi que la Sénat a mis ce rapport sur les élections 2019. Et donc, et ça par exemple, par rapport à la Sénat, je n'ai vu, c'est-à-dire aucune presse, aucun média travailler sur ce manquement et de la Sénat par rapport, c'est-à-dire procession légale relativement à l'application du rapport et des élections. Vous n'avez rien fait sur ça. Donc, c'est pour vous dire, pourquoi est-ce que vous voulez généralement, vous cherchez souvent les proies faciles. Ouais, là, on tire sur la commission, oui, mais c'est les OSC, on tire sur les OSC. Vous pensez que les médias sont... Alors que même quand vous prenez le cadre de la Sénat, c'était une violation flagrante de la loi. Vous pensez que les médias sont plus... Je n'ai même pas senti qu'on sortait d'une élection où, miraculeusement, des gens étaient élus dans des circonscriptions électorales ou dans le rapport de la Sénat, vous lirez même que le scrutin n'a pas pratiquement eu lieu. Ça devrait intéresser de voir maintenant ce rapport-là. Comment est-ce que la Sénat a rapporté les situations de terrain par rapport aux violations, par rapport c'est-à-dire aux dégâts des violences électorales et suite. Et comment on a pu... Ce rapport, c'est le rapport qui va intéresser tout acteur. Mais en tant que la société civile a fait pour aider la presse dans ce domaine-là. Écoutez, vous savez, il ne faut pas... La presse a d'abord pour vocation. Nous n'avons pas un pouvoir, malheureusement. Et c'est en cela que nous sommes très jaloux. Votre pouvoir, vous. On vous appelle quatrième pouvoir. Les OSC sont à quel pouvoir? Vous pensez que c'est un pouvoir réellement? Non, mais franchement, même si opportunément parfois on vous classe, c'est-à-dire on dit les médias sont dans les OSC, ainsi de suite, mais en réalité, c'est-à-dire, le pouvoir qu'on vous donne, si nous on avait ça, on ferait beaucoup mieux. Nous ferions beaucoup mieux. Vous êtes très amer avec les médias, comme si les médias étaient plus en fait que le pouvoir, que les acteurs que vous dénoncez. Je vous dis très franchement, même là où nous sommes, tout ce que la dirigeante de l'OFPRA, là où nous sommes arrivés là, si nous avions eu des médias suffisamment dynamiques et qui avaient fait leur travail et qui avaient accompagné certains élans de la société civile dans leur mission, parce que votre mission de base c'est d'informer, pas de communiquer d'abord. C'est d'abord d'informer. C'est important. Mais les médias ont quitté pratiquement l'information pour la communication. Les différents rapports sur la liberté de la presse et là, je n'ai pas raté l'occasion le 26 novembre lorsque nous lancions le rapport justement de CSB par rapport aux élections 2019. J'ai manqué l'occasion de rappeler aux journalistes que c'est avec un pincement au cœur que je devrais travailler sur leur situation alors que même se sont murés dans l'inertie. Et vous pensez que ce que vous dénoncez en dehors de ce que vous avez dénoncé tantôt, à savoir que la dynamique désormais c'est mettre une croix sur les droits de l'homme et en avant le développement? Nous n'avons pas encore dit, ici maintenant, qu'il y a une volonté affichée de mettre une croix sur les droits de l'homme. Nous avons juste dit qu'il y a un exercice dangereux de mettre dans la balance les deux, alors qu'en réalité les deux sont indivisibles. Et ce qui nous satisfait, nous, la société civile, notamment les droits de l'homme, c'est que la manœuvre du gouvernement montre ses limites par rapport aux finalités escomptées. C'est dans cela que, c'est avec certitude qu'en 2017, de ma position, j'avais dit à des acteurs influents du système, vous avez une bonne vision, vous aurez les moyens pour ça, mais avec cette méthode, vous n'atteindrez pas la cible efficacement. Je les ai mis en garde. Je les ai mis en garde. Parce que, vous savez, les États qui sont, les pays scandinaves, et certains États même champions en Afrique, qui ont réalisé les droits comme sujet culturel. Mais, quand bien même on leur reproche des éléments sur la civilité politique, mais ces pays-là africains, sinon en Europe, il n'y a pas de souci par rapport aux pays du Nord, par rapport aux pays scandinaves. Mais, il y a un minimum de standards respectés par rapport au desk. Mais ici, vous avez une dialectique qui dit, mais oui, les droits, les libertés, trop de libertés, tout ça, ainsi de suite, mais il faut mettre des libertés en veilleuse pour faire les droits, mais dans la réalité, la démarche même pour aller au-delà de la position culturelle est une démarche qui ne permettra jamais à ce gouvernement de réaliser ça dans ces conditions-là. Et ça, on s'est permis de le dire trop tôt. Là où nous sommes actuellement, nous sommes encore dans une position de pouvoir dire,
ils ne sont pas en train d'arriver à bon port par rapport à la concrétisation de ce qui les a amenés à mettre en veille les droits de l'homme, les droits civils et politiques. Parce que les droits de l'homme, c'est pas seulement les droits politiques, les droits de l'homme, c'est un tout. Et donc, nous sommes pour la célébration de l'indivisibilité des droits de l'homme. C'est-à-dire la séparation qu'on fait entre, on dit, bon voilà, on peut satisfaire une partie et laisser l'autre partie. Vous comprendrez clairement que, à explorer un peu le modèle de démocratie, que ce soit dans les pays de l'Europe du Nord, vous comprenez clairement que d'abord, ce n'est pas à diviser. Et en plus, les outils, les critères de performance en matière de droits de l'homme, généreusement mis à disposition des pays par les Nations Unies, lorsqu'ils sont suivis, vous avez une croissance suffisamment inclusive et vous avez un développement humain durable. En fait, c'est pour ça que parfois on est perplexe, on dit bon, est-ce que ce qu'ils font, c'est pas le fruit peut-être d'une méconnaissance, c'est pas le fruit peut-être. En fait, c'est-à-dire que nous sommes prédisposés encore à accompagner. Parce que l'ambition de réaliser les droits économiques, sociaux et culturels pour les citoyens est une ambition noble. Il vous faut aller à Bobé, voir les gens manquer d'eau, même de sources d'eau peu fiables, pour comprendre le problème que vous avez. Et ça également, c'est les droits de l'homme. Il vous faut aller à côté ici à Avabé, pour comprendre la misère des gens. À côté ici, pour comprendre la misère des gens. En fait, lorsqu'on veut réaliser ces droits, c'est noble, c'est une ambition noble dans le pays, c'est que de vouloir réaliser ça. Mais encore une fois, la démarche, elle n'est pas bonne. Il se trompe sur la méthode. Si pour satisfaire, si pour sortir les gens de la misère, ils n'ont pas compris en fait que la participation de ces gens, la présentation des cibles et des acteurs à travers la pleine jouissance de leurs droits civils et politiques contribuerait à leur finalité. Ils se trompent lourdement. Lourdement. Et c'est pour ça que je dis, je ne suis pas là pour célébrer des zones de l'OFPRA. Je ne suis pas là pour acculer le gouvernement par rapport à ce que bon, voilà, vous avez sacrifié les droits de l'homme. Parce que pour moi, j'ai l'impression que nous avons en fait des acteurs de bonne foi, mais qui se trompent. Qui se trompent de démarche. Lors de la transmission du rapport de la Commission béninoise des droits de l'homme, le président de la République a dit qu'il n'y a pas volonté, c'est-à-dire le gouvernement n'a pas volontairement, parce que le président de la Commission a souligné, c'est vrai, on a parlé des efforts du gouvernement, mais le président dans son propos a également souligné des cas de violation constatés. Et pour se justifier, le président a dit qu'il n'y a pas volonté de violer, il n'y a pas volonté donc de protéger ceux qui violent. Est-ce que finalement le gouvernement a péché par omission ou par ignorance? C'est ce que je vous dis. C'est que, voyez par exemple, lorsque vous faites un diagnostic aussi sincère que celui qui a été fait en 2015 par le chef de l'État depuis Paris, je crois, août, où il estime que ses sympathisants étaient à revoir. Il rédige un programme d'action gouvernementale, d'abord un projet de société, et après, dans la coordination de cette coordination gouvernementale. Et il prend en demi les réformes de ses sympathisants, puisque l'intention est bonne. J'ai eu l'occasion de lui dire, au détour d'une audience avec mes collègues, de faire attention à ce que la thérapie ne tue pas le malade. C'est-à-dire, le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est pour ça que d'ailleurs, là, nous sommes en train de faire le plaidoyer, laissez-moi choisir 2021. Si tant est qu'on est de bonne foi, il faut aussi tolérer, il faut aussi accepter des ajustements de thérapie. On va y arriver tout à l'heure. Il ne faut pas foncer tête baissée. C'est ça la question en fait. Sinon il n'y a pas de doute, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de préméditation en fait à sacrifier les droits de l'homme. Vous avez entendu les premières appréciations. C'est la méconnaissance, ou du moins la non prise en compte de principes et de démarches, de standards élaborés qui sont de nature en fait à contribuer aux résultats qu'eux-mêmes ils souhaitent. Vous avez entendu les premières appréciations du ministre porte-parole du gouvernement par rapport à la décision donc, de l'OFPRA par rapport aux droits de l'homme au Bénin. Est-ce que ça vous rassure que, eh bien, comme vous dites, le gouvernement est en passe de revoir les choses, d'améliorer les choses d'ici 12 mois? Je vais vous dire, j'ai généralement, avec tout le respect que je dois à ce gouvernement et dans son unicité par rapport à la charte du gouvernement, parfois nous sommes confus. Nous sommes parfois confus des déclarations et des prises de parole d'autorités gouvernementales qui parfois se contredisent, qui parfois se mettent en opposition, et même des aveux du chef de l'État, qui parfois... Je pense que de plus en plus nous sommes même plus portés vraiment à capitaliser ce que le chef de l'État dit, plutôt que... Parce que voilà, ça ne sert à rien même d'opposer le chef de l'État à ses collaborateurs, ou bien d'opposer en fait
d'autres ministres, à tel ministre, parce que l'autre travail d'ici, le travail sur mes sujets sensibles. Et nous avons eu droit à une première déclaration, c'est une autorité, et après à d'autres déclarations, et d'autres collègues à lui, qu'on nous dira, ça là, c'est la déclaration officielle qu'il faut prendre, ça là, c'est ainsi de suite. Ou bien des fois, des sorties chefs de l'État qui carrément ne sont pas viennent carrément remettre en cause. C'est-à-dire, donc, je pense que nous ne pouvons pas, encore que nous sommes dans une démarche, disons, c'est ainsi de... parfois aussi, vous les conduisez, hein, vous-même devez dire, parce que il sort du Conseil des ministres, et il a pour... Vous ne posez pas de questions sur les éléments qu'il a exposés par rapport au Conseil des ministres, mais voilà, vous l'envoyez sur des questions et systématiquement, bon, il essaye aussi, à mon avis, hein, d'improviser des réponses avec vous, et puis du coup, parfois, parce que c'est ce que nous refuse de faire avec vous que lui fait souvent. C'est-à-dire, il rentre dans le jeu, dans le buzz avec vous, et puis voilà, vous avez une déclaration du ministre. Chacun dans son rôle. Voilà, donc ça vous réussit avec lui. Mais nous, on n'est pas dans la On va parler de ce sujet qui vous importe certainement. Vous avez tout le temps parlé ici des droits civils et politiques. C'est surtout, certainement, du moins à ce chapitre que se situe votre initiative. Laissez-moi choisir 2021, disons, un combat pour la suppression. Vous ne l'avez pas dit ainsi, on ne sait pas pourquoi vous êtes frileux. Non, vous voyez, de mémoire, hein, depuis mon jeune âge, quand j'ai commencé par chercher ces Benoît de près, et de mémoire, je n'ai jamais vu une telle synergie à la société civile. Ah oui? Vous avez, non, de mémoire, jamais. Jamais. Vous avez la passive, vous avez déjà tous les réseaux pratiquement, tous les réseaux, toutes les structures au sein de la passive. Vous avez après Social Watch, Wilda, Frifonga, One, et les ONG thématiques comme Amnesty Social Bénin, et vous avez les jeunes à travers les blogueurs, vous avez SOS Civil, vous avez le réseau Femmes Paix Sécurité en Afrique de l'Ouest, et vous avez, c'est carrément une totale synergie. Et on n'a pas le CREI, par exemple. Le CREI est une ONG comme Changement Social Bénin. Pourquoi est-ce que je vous cite tant de plateformes, tant de réseaux, et vous revenez à citer une ONG? Vous voyez combien... Non, parce qu'elle est sur cette thématique, mais on voit, elle s'est démarquée. En plus, je vais vous surprendre, parce que j'ai l'impression, vous savez, d'une part, à la première réunion du 15 juillet organisée, tout le monde était là, y compris Al-Cré, représenté. À la deuxième réunion organisée, en juillet, encore une fois, Al-Cré était avec nous dans les échanges. Et Al-Cré a contribué même aux réflexions, aux travaux, tout et tout. Et puis après, vous comprenez, le président Al-Cré a été clair avec vous, je crois, dans une sortie, je suis avec Cristal, je crois, où il avait été clair, il a dit, en fait, qu'il est pour le parrainage. Quand il a dit ça, nous avons compris en réalité qu'on ne s'est pas trompé en travaillant depuis le début avec Al-Cré sur ce plaidoyer. Parce qu'en réalité, la société civile est pour le parrainage. Nous sommes pour le parrainage. Expliquez-nous alors votre démarche. Laissez-moi choisir 2021. C'est quoi exactement alors? Mais nous sommes pour le parrainage dans ce contexte-là. C'est-à-dire? On n'est pas pour le parrainage convenu par 100% de députés d'un bord dans un contexte sans dialogue. On n'est pas pour le parrainage qui, depuis juillet, est dans une confusion totale. Est-ce que le parrainage est institutionnel ou le parrainage est individuel? On n'est pas pour le parrainage qui, en réalité, ne peut même pas en fait aux citoyens d'aller choisir librement qui nous veut en 2020. Non, il faut, quand le président Al-Cré vous a dit clairement qu'il est pour le parrainage, on a compris qu'on n'a pas un problème. On n'a même pas de différent. Encore une fois, on n'est pas, c'est-à-dire, on n'est pas dans un débat de concepts ou idéologiques comme quoi nous sommes allergiques au parrainage, non. Même là où on est actuellement là, nous sommes encore porteurs de solutions, c'est-à-dire, on y reviendra si vous voulez, pour qu'en 2021, il y ait une démarche suffisamment inclusive. Le temps passe, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Où est-ce que vous en êtes, puisque vous êtes allé, on vous a vu, vous êtes allé à la Sénat, la Sénat vous a dit que la solution ne se trouve pas là. Vous savez, non, la Sénat a eu une démarche. La Sénat a rencontré les partis politiques d'abord, et encore une fois, qui sont restés, qui nous ont convaincus de ce que nous sommes sur la bonne voie, les partis politiques. Parce que, qui vous souviennent qu'à la rencontre entre la Sénat et les partis politiques, les acteurs politiques, pas des moindres, ont clairement fait l'apologie du parrainage institutionnel. En estimant clairement qu'ils ne conçoivent pas
que les élus soient détachés de leur parti et puissent faire en fait des parrainages dans l'anonymat. C'est ça qui vous pose un problème, vous. Suivez. Vous comprenez que, dans notre document de position, nous avons été clairs, nous avons rappelé, c'est-à-dire les séries d'actions. Et nous avons fait comprendre que le parrainage, dans sa neutralité au dernier tiret de l'article 332 du Code électoral, ne devrait pas poser un problème. Mais lorsqu'en juin, en plein processus d'élection des maires, les arguments avancés au Parlement, les motifs exposés oralement, tant en plénière qu'aux journalistes, pour toucher la loi, c'est du genre. Mais non, nous savons pourquoi est-ce que les élus prennent leur liberté. C'est en perspective des élections de 2021. C'est pour parrainer librement comme ils veulent. Ça ne se passe pas comme ça. Nous devons, il faudra qu'on les lise. C'est la discipline du parti. Tout ça, ainsi de suite. C'était les arguments officiels sortis par des élus de la nation, à vous, journalistes, et en plénière, dans cette affaire-là, pour justifier la volonté à revoir un processus, à revoir une loi en plein processus. Quand cela s'est passé comme ça, mais l'annonce s'est dit, mais il y a un problème sérieux. Donc il y a comme une volonté de confiscation. Déjà, on avait un problème, et ça, dans notre document de position, c'est encore bien écrit. En fait, vous n'exploitez pas les positions de la société civile. Nous sommes assez explicites, mais de nos positions, vous n'en faites rien. Vous revenez encore aux médias. Vous revenez encore aux médias, vous n'en faites rien. Nous avons montré combien le fait pour 100 députés, pour 83 députés à 100% de bord, de prendre une décision aussi sensible dans le contexte d'où nous sortions et dans lequel nous sommes, était porteur d'inégalité et d'inéquité. Nous avions dit ça. Et ça déjà plutôt, ça déjà nous posait problème. Et on se dit, bon, on verra bien, à l'issue des élections communales, ce qui va se dégager par rapport au collège de Paris. Mais en plein processus, ils viennent encore, c'est pour ça que je disais sur notre chaîne, mais ils ont bu le calice jusqu'à la ligne. Ils disent, mais non, mais pour nous, le parrainage institutionnel, politiquement, ce n'est pas individuel. Le chef de l'État, encore une fois, avec sa volonté de réforme, du système partisan, et sa bonne perception des choses, la bonne foi que nous lui concédons, encore une fois, avec candeur, sur tout candidat, avec Jeune Afrique, il dit oui, que la majorité permettra en fait une réelle concurrence en 2021. Que voilà. Quand on a fini de dire ça, et quelques jours plus tard, vous suivez les élus, ceux-là même qui ont le mandat légal de faire la chose, dit nous comprenons le parrainage institutionnel. Et la Sénat dit maintenant, voilà comment moi je veux fonctionner sur la chose. J'ai déjà formulé, j'ai déjà tout, même ce que la Sénat dit là. Derrière ça, il y a assez d'ambiguïté. Parce que quand la Sénat aura fini de déployer cette démarche, et qu'on se retrouvera à terme du processus de parrainage, ce n'est pas exclu dans cet anonymat-là qu'un candidat ou bien qu'un duo présidentiel obtienne 140 parrains. De manière concrète, qu'est-ce que vous proposez? 150 parrains. Et donc, quand on se retrouve dans un processus verrouillé, pour vous dire quoi en réalité, on ne va pas à un processus aussi sensible que les élections présidentielles dans un pays, avec tant d'interrogations. C'est ce que la société civile veut éviter au chef de l'État. Parce qu'en réalité, conformément à l'article 41-42 de la Constitution, il est le seul. Il n'a pas été élu en tant que partisan. Il a été élu parce qu'il a de la hauteur sur tout ça. Aujourd'hui, il a des partisans. Et c'est pour ça qu'il a des partisans, mais il est élu pour la nation. C'est pour ça que nous parlons de chef de l'État. C'est pour ça que nous l'appelons chef de l'État. Il devra l'assumer. Il devra assumer sa position de chef de l'État. Il devra nous prouver qu'il n'est pas là, qu'il n'est pas le chef du syndicat des politiciens. En quoi faisant de manière concrète? Pour tous les Béninois, que de ce point de vue, nos craintes, nos interrogations devront être prises en compte par sa personne. Vous appelez à un dialogue ou quoi exactement? Pas un dialogue. Écoutez, si tant est qu'il tient à maintenir le parrainage, par exemple, on dit bon, vu les ambiguïtés, vu tout ce qu'il y a comme incertitude dans cette affaire-là, il faut tout simplement suspendre le parrainage pour 2000. À défaut de supprimer, suspendez pour 2021. Pour qu'on puisse aller aux élections. Et vous pensez que... Et s'il n'y a pas, si la suspension encore leur pose problème fondamentalement, ils peuvent élargir le parrainage des élus au parrainage citoyen. Ils peuvent définir des conditions, ils peuvent dire peut-être 500 citoyens, 1000 citoyens, 2000 citoyens, mais à des conditions assez rigoureuses.
C'est-à-dire, le bon citoyen doit accomplir ci. Donc, quand on vérifie que le citoyen a accompli ci, il peut vous parrainer. Et vous prenez, c'est-à-dire, certain nombre, en centaines, en milliers. Et ça peut aussi vous. Et là, le citoyen se sent dans le jeu. En fait, comment voudriez-vous que le citoyen de Porte-Nouveau, des Aguégués, qui n'a pas le PRD au Parlement, qui n'a pas, quoi qu'il y ait élu majoritairement le PRD aux dernières élections de proximité, n'a pas un maire PRD, comment voudriez-vous que les citoyens se sentent dans les élections prochaines? C'est-à-dire qu'on est en démocratie. Vous voulez parler des impacts du fameux 10%? C'est-à-dire il faut éviter. Je pense que le chef de l'État, il est plus lucide que ça. Il n'a pas conduit un empire financier depuis des décennies pour tomber dans ces panneaux. Pour certains, lucide que ça. Vous le dites, il est plus au pied de ses partisans. Il doit faire attention. Il n'est pas le chef du syndicat des politiciens. Il est le chef de l'État. Constitutionnellement, il est le chef de l'État. Et il y a des questions sensibles sur lesquelles, pour peu que nous... si vous permettez, il faut bien, c'est-à-dire qu'ils comprennent que nous, pour nous, il est de bonne foi. Et au risque maintenant de pareil suspect, il faut vraiment qu'ils nous écoutent et qu'ils comprennent que nous avons des craintes légitimes. Pour certains, sauter le verrou du parrainage, ça ne résout même pas le problème. Aujourd'hui, il y a encore la liste électorale qui a été concoctée, du moins réactualisée par uniquement les députés de la mouvance. Et il a la Sénat qui n'est plus crédible aux yeux de tous les acteurs. Il a la Cour constitutionnelle générée par les législatives de 2019. C'est tout un problème global. Vous savez, encore une fois, tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait démarquer l'activisme politique de l'activisme des droits de l'homme. Nous laissons aux politiciens leurs agendas. À la société civile, nous conduisons notre agenda de plaidoyer. Vous ne pensez pas que les élections de 2019, les législatives que vous avez dénoncées, que ce sont ces conséquences que les gens dénoncent? En réalité, il n'y en a que des exigences qui sont de nature à empêcher tout dialogue et tout consensus. Même là où nous sommes actuellement, nous sommes aujourd'hui le 11. Si les élections devraient avoir lieu le 11 avril 2021, vous comprenez qu'on est pratiquement à 6 mois. Vous comprenez? Et donc, les options qui s'offrent, même si on a été habitué malencontreusement à des revues de loi en plein processus, mais vous comprenez que la voie qui s'offre au chef de l'État, avec tout le bémol offert dans l'exécution du protocole de la CEDEAO, c'est qu'il faut maintenant le consensus. Il faut le consensus. Et après le consensus, ce n'est pas le consensus, nous ne continuons pas à lui demander qu'il a encore des cartouches dans la Constitution pour nous libérer. Parce que pour nous, le citoyen que nous sommes, et les doléances citoyennes que nous remontons dans la société civile, nous retrouvons en fait sous la tyrannie d'une minorité politique qui n'intègre pas en fait nos droits les plus intrinsèques, c'est-à-dire nous voulons choisir. Même dans les dynasties à côté de nous, les gens choisissent. Même si après vous retrouvez celui qui se déclare élu dans les champs de maïs, mais quand même les gens ont choisi. Même dans les dynasties à côté de nous. Mais qu'ici au Bénin, en plein 21e siècle, ce que nous avons cru avoir vaincu, qu'on nous ramène à ça, mais c'est grave. Vous êtes allé à la Sénat, est-ce que vous avez fait ou envisagé faire une démarche vers le chef de l'État lui-même? Mais oui, les démarches sont en cours et je crois que on ne serait pas surpris à tout moment qu'il veuille nous rencontrer, comme il l'a déjà fait en 2019, et que nous fassions des propositions les plus utiles pour qu'on puisse évoluer. Encore une fois, on n'est pas jusqu'au boutiste. Si vous avez lu nos premiers messages envoyés le 3 septembre 2020, quand on a lancé le plaidoyer LMC 21, nous avions carrément demandé la suppression. Mais ici, je viens de vous dire, je viens de parler de suspension. Je viens de parler de possibilité d'élargir le parrainage aux citoyens à des conditions données. Ainsi de suite. Pour vous dire en fait que plus on évolue et plus on suit les discours, on se rend compte qu'il y a un problème. Entre la candeur du chef de l'État exprimée dans une lecture suffisamment simple de dernière lettre de l'article 32 du Code électoral avec Jeune Afrique et les réactions des acteurs politiques à la Sénat, vous comprenez qu'il y a un gap. Vous comprenez qu'il y a un gap. Et il ne faut pas nous rassurer dans ces conditions-là. Parce que les mêmes motivations que les acteurs portaient en juillet, en buvant le calife jusqu'à la ligne, ils sont encore revenus mettre une couche à la Sénat. Donc, il faut comprendre la perception.
En 2019, le président de la République avait affiché cette volonté d'avoir des élections inclusives, mais pourtant, on sait ce qui s'est passé. C'est pour ça que nous avons compris désormais qu'il y a une minorité politique qui, quand on dit minorité, c'est-à-dire une minorité de la société, mais acteur politique majoritaire, qui finalement, en fait, nous impose notre mieux vivre en démocratie. Mais pourquoi vous mettez le chef de l'État hors de cause? Parce que constitutionnellement, il est hors de cause. Constitutionnellement, il est au-dessus de la mêlée. Est-ce qu'il n'est pas maintenu par cette minorité? Il n'est pas législateur. Il est au-dessus de la mêlée. Comprenez, comprenez. Je peux surprendre le chef de l'État au banquet avec 83 députés. Je peux le surprendre en train de les encenser, en train de faire la police ce qu'ils font. Mais j'ai l'obligation citoyenne de lui rappeler le lien qui nous lie constitutionnellement. Le chef de l'État, constitutionnellement, est au-dessus de la mêlée. Et si nous devons faire un plaidoyer à son endroit, c'est lui rappeler en fait son mandat constitutionnel et non autre chose. Eh bien, cette émission, comme je l'ai annoncé, c'est en deux parties. La seconde partie, côté jardin, c'est donc avec notre confrère Arnaud Doumarou qui va s'adresser donc à l'invité pour connaître un certain nombre de choses, qu'il va nous révéler. Arnaud, bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur Arnaud Doumarou. Bien entendu, avant le côté jardin, il y a quelques questions d'éclaircissement de la part de certains internautes qu'on aimerait bien vous poser, notamment par rapport à la démarche de la société civile. Vous parlez souvent de plaidoyer. Aujourd'hui, nous avons une société civile qui est souvent entre les quatre murs. Est-ce qu'au-delà des jeux de couloir que fait la société civile, s'il n'y a pas autre méthode de la société civile pour se faire entendre? Je dis, je m'inscris. D'abord, je remercie l'internaute et je m'inscris en réfutation totale de cette approche, de cette lecture de la société civile. Pour ceux-là, les gens doivent souffrir, ils doivent souffrir vraiment d'impatience, ou bien de patience, je ne sais quoi dire, à espérer la société civile béninoise, aussi structurelle et formelle qu'elle soit, se comporte en société civile informelle et ad hoc. Les gens font des confusions. Les gens font des confusions. Ce n'est pas la société civile formelle au Sénégal ou formelle au Burkina qui a conduit en fait le soulèvement. Je sais bien de quoi ils parlent, on a interpellé les gens, on nous dit mais oui, mais au lieu d'aller, au lieu de susciter en fait des mouvements, des marches, tout ça, c'est pas notre rôle. Encore une fois, c'est pour ça que je dis, la société civile ad hoc en situation de crise, dans maintes démocraties, comme vous l'avez eu dans certains pays, tout autour de la Russie, avec les révolutions oranges, voilà, et comme vous l'avez eu aussi en Afrique avec la RDC, par exemple. En Afrique du Nord, le printemps arabe, avec la situation en RDC, la situation au Sénégal, la situation au Burkina, avec les différents modèles, ce truc-là, il y a une confusion que les gens font dans cette affaire-là, une grave confusion. La société civile formelle n'est pas l'instigatrice de pareilles démarches. Mais de pareilles démarches sont généralement, c'est-à-dire suscitées par l'activisme politique qui récupère une masse critique de la population et du coup vous avez une société civile ad hoc. Nous avons une société civile qui a conduit. Et derrière vous avez généralement la société civile formelle qui structure, qui récupère, avec un parti politique bien structuré, qui récupère et qui dialogue maintenant au fin. C'est pour vous dire généralement que nous ne céderons pas à la tentation, c'est-à-dire de la rue. Parce que la société civile béninoise n'est pas pour la violence, elle n'est pas pour la rue, mais elle croit au dialogue en République. Mais c'est cette même société civile béninoise qui a conduit à la conférence nationale des forces de la nation de 90. Aujourd'hui, quel rapport faites-vous entre cette société civile qui a quand même permis aux Béninois d'aller s'asseoir pour dialoguer et que le modèle que vous portez aujourd'hui? Ce n'est pas bien de dire ça comme ça. La société civile béninoise, ce n'est pas elle. Il faut donner à chacun son mérite. Les partis communistes du Bénin, ceux-là qui ont souffert dans les lieux de détention dans des conditions ignobles, inimaginables, inhumaines, ces gens-là ont fait la lutte jusqu'au bout. Il ne faut pas leur arracher le fruit de leur combat. Même ceux-là qui ont fui, qui sont restés hors du pays, qui ne sont pas qui viennent, c'est-à-dire il faut éviter c'est-à-dire le génocide de la mémoire. Le mémoricide qui est organisé au Bénin, ce n'est pas bien de faire ça. 90, 89, 90, on n'a pas eu ça sans des gens qui ont résisté tout le temps au système.
et qui sont restés à l'intérieur. La société civile n'en est pour rien. La société civile béninoise dont vous parlez, c'est-à-dire, franchement, je ne sais pas de quelle société vous parlez quand vous parlez historiquement comme ça, ça me pose un problème fondamental. Non, il faut... Maintenant, si vous avez encore une fois, il y a une société civile ad hoc, en récupération de la souffrance et des efforts sur des décennies du Parti communiste. Il faut distinguer la société civile formelle de la société civile ad hoc. En 89, on peut dire effectivement qu'il y a une société civile ad hoc, mais pas formelle. Mais là, vous avez la société civile formelle. Il faut vraiment rentrer dans la typologie de cette affaire-là pour comprendre comment, c'est-à-dire les mobilisations, se structurent et se font, quels sont les déterminants, tout ça, ainsi de suite. Maintenant, si nous avons des partis politiques qui n'ont pas assez de levier, qui n'ont pas assez d'outils pour susciter ce civil ad hoc, comme ce fut le cas, c'est-à-dire au Maghreb ou dans tout autour de la Russie par rapport aux révolutions orange, et puis au Sénégal, au Burkina et en Guinée aussi, ils ont essayé quelque chose par la main. Si ce n'est pas possible de le faire au Bénin, il ne faut pas s'en prendre à la société civile béninoise comme excuse. Non. C'est-à-dire, nous refusons vraiment d'être souffre-douleur des acteurs politiques qui, dans l'ombre, suscitent ces gens de discours-là. Nous ne sommes pas le souffre-douleur. Chaque entité et chaque composant de la nation a sa discipline et sa rigueur de lutte et de travail. Sous l'Ancien Régime, on a vu cette synergie entre partis politiques et acteurs de la société civile. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi de sortir la moindre preuve d'interaction entre le changement social bénin et les produits rouges, c'est-à-dire dans ce... Non, je vous mets au défi. Je ne parle pas de votre ONG. Aussi. Non, oui. Parce que quand des choses comme ça sont dites, ça pose un problème. Vous allez faire des acteurs qui portent aujourd'hui un plaidoyer. Il faut aller chercher quelle lutte ils avaient menée. Les acteurs qui sont au pouvoir et qui ont fait la société civile vous diront que nous n'avions jamais coopéré à ça avec eux. Mais on ne parle pas de votre ONG spécialement. Il ne faut pas aussi... Vous avez vu le président actuel de la passive au front, dans Mercredi Rouge. Vous avez vu l'actuelle coordonnatrice de WANEP au front, sur Mercredi Rouge. Vous avez vu... Non, il faut éviter ça. Ce que je vous dis, c'est que cette manière, c'est-à-dire de créer la confusion dans les esprits et d'embarquer toute une dynamique positive, non. C'est pour ça que nous refusons des souffres-douleurs. Il faut que les gens assument leur posture de responsabilité. Le discours qui est le mien, les acteurs politiques en face qui me connaissent vous diront qu'il a toujours été comme ça. Il a toujours raisonné comme ça. En République, il y a des tiroirs. Chacun a son couloir. Il y a ces outils de dialogue et d'action. Encore une fois, si la velléité derrière ces questions, ces insinuations, ces procès qui nous sont faits, ces velléités aussi à nous diviser, et tout ça ainsi de suite, si vraiment c'est nous amener à faire ce qui n'est pas notre mission, on ne fera pas. Les politiques n'ont qu'à se rendre suffisamment légitimes dans le discours sur le terrain, au point de susciter une société civile ad hoc. Et derrière, si tant est que le contexte le justifie, vous verrez, parti politique formel, société civile formelle, syndicat formel, accompagner une dynamique et rester comme des institutions républicaines pouvant dialoguer et contribuer à une solution. C'est comme ça que ça fonctionne. Monsieur Danaro, ce n'est pas le passé. Des gens, oui, il faut le dire, ce n'est pas le passé. Des acteurs, entre griffes, minoritaires, la société civile. Ou ce n'est pas le passé. Des acteurs majoritaires, du milieu des syndicats, ainsi de suite, n'ont pas été adroits en s'acoquinant avec des acteurs politiques sur des luttes. Et pour finir, on crée une confusion. Il ne faut pas prêter ça aux acteurs actuels qui sont là. Il faut faire la part des choses. Le Bénin, vous avez compris, le Bénin, depuis quelques années ou quelques mois déjà, souvent cité en termes de recul de droits de l'homme, de démocratie. Vous avez suivi nos confrères de Jeune Afrique qui ont fait la question également au chef de l'État. Dans un contexte pareil, et que le premier rapport de la Commission des droits de l'homme, que ce rapport soit passé sous mystère. Vous avez semblé tout à l'heure comparer cela à un rapport de la Sénat, comme si la Sénat est jugée en premier et en dernier ressort. La Sénat, on sait qu'il y a eu des juridictions de contentieux. Lorsque nous parlons de différentes élections, nous avons vu, en termes de taux de participation, la Cour constitutionnelle qui est revenue au-dessus pour clarifier certaines choses. Ça veut dire qu'en termes de processus au niveau des élections, de la Sénat à la Cour constitutionnelle ou à la Cour suprême, on suit une certaine dynamique. Mais qu'une commission
commission, le premier rapport de cette commission, très attendu d'ailleurs, soit un mystère. Qu'est-ce que cela réellement sous-entend? La loi leur a prescrit à la commission, je crois l'article 16, je crois, une démarche empreinte de préséance institutionnelle. Ils sont dans cette démarche de préséance institutionnelle. Après, je suis curieux, je ne comprends pas votre tolérance vis-à-vis de la Sénat, qui a mis coude sur rapport, ou qui s'est muré dans l'inertie, 8 mois après des élections, en violation de la loi. Vous, des médias, vous n'avez pas été en mesure. C'est le réveil. Vous n'avez pas. Ah bon, donc c'est quand c'est contre les lois, quand c'est ceci que vous vous réveillez. Mais quand c'est des institutions bien établies, qui violent même les délais légaux, vous n'égalisez pas. Non, je ne suis pas. C'est-à-dire que je n'aime pas les démarches de poids de mesure. C'est pourquoi, franchement, je reviens encore à dire, avant la fin de ce mois, je ne trahis aucun secret. Vous aurez une large diffusion du rapport de la commission. Et je ne trahirai pas le contenu du rapport. Et j'ai aussi l'assurance que ce rapport n'est pas en déphasage. Parce que nous travaillons sur des principes. Il n'est pas en déphasage de ce que vous savez déjà et de ce que nous avions déjà servi. Et j'ai aussi l'assurance, et je vous invite aussi à ne pas ramener le travail de 11 commissaires sur une durée vraiment raisonnable, dans une période douloureuse, où ils n'avaient même pas les ressources pour travailler. Pas ramener leurs efforts et leurs sacrifices. C'est-à-dire à quelques bouts de phrases. Oui, mais est-ce que ces phrases, diffusées, est-ce que ces phrases, encore une fois, dans un contexte où il y a même eu de tueries, est-ce que on peut féliciter un gouvernement, on peut féliciter le chef de l'État dans ce contexte-là? Est-ce que ça fait aussi sérieux lorsque vous avez une rédaction, lorsque vous avez une dissertation, que de mettre en lumière rien que la thèse et non l'antithèse dans la présentation de la rédaction? On peut faire le choix des mots. On peut choisir d'autres mots. Est-ce que vous avez eu l'intégralité du discours de la commission? Ce n'est pas juste. Ce que je dis, c'est-à-dire, vous ne faites pas œuvre utile en continuant pas à insister sur ces bouts de phrases, alors même que les destinataires du rapport, le destinataire principal du rapport ce jour-là, si vous l'interrogez, il vous dira, mais franchement, dedans, il y a de la matière. Alors, je ne comprends pas. Nous allons baisser avec vous. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que vous insistez sur ça? Nous allons baisser avec vous sur un volet un peu plus personnel, puisque les internautes également, et ceux qui nous suivent, aimeraient bien mieux davantage connaître Ramel Ganaro, un peu plus intimement, je dirais, un acteur pétri, un acteur confirmé de la société civile, un acteur engagé, dynamique, mais au-delà de ça, côté famille, qu'est-ce qu'on peut savoir de Ramel Ganaro? Non, je suis un homme heureux en famille, avec des enfants, une épouse. Je crois qu'en réalité, en termes d'accomplissement personnel, lorsque vous avez fini en réalité de vivre ou de subir parfois certains actes de gouvernance publique qui sont de nature à vous démobiliser ou à vous inquiéter. Après, quand vous rentrez chez vous et vous vous souvenez que vous êtes père et que la postérité aura vraiment à répondre de ce qui se fait actuellement, aura subi les actes actuels, vous n'avez que de la motivation pour poursuivre l'activisme. C'est pour vous dire, c'est pas que je fais un lien forcé entre mon activisme et les élans de mon activisme et ma vie privée, mais c'est qu'en réalité, si heureux qu'on soit à être parent, à être dans son intimité familiale, on est aussi interpellé, on est aussi inquiet, on est aussi motivé et à aller de l'avant, à demeurer un acteur public suffisamment engagé et sincère. Et sincère parce que parfois nous avons aussi des convictions qui ne sont pas saines. Et l'histoire de l'humanité a révélé des acteurs politiques qui avaient des convictions même pas saines, lesquels nous ont conduits, parlant de l'humanité, au fond de l'abîme. Et c'est pour ça d'ailleurs que je précise avec honneur
et privilège une institution, Changement Social Bénin, qui parle d'agir avec une saine conviction pour un changement social. Donc au-delà de l'indignation, des interpellations et de la motivation, de l'engagement à aller de l'avant, à impacter les actions, à impacter dans l'arène publique, et il faut s'assurer vraiment d'avoir une saine conviction. Et parfois, la passion, la rage de la passion, conduit aussi à des erreurs de méthode, à des erreurs d'approche. Et pour finir, on peut se retrouver en enfer alors qu'on est parti sur de bonnes intentions. C'est pourquoi, conscient de ça, conscient de ce qu'on peut agir de bonne foi, on peut vouloir impacter positivement, mais avec une conviction pas forcément saine. Parce que saine est malsaine parce que ne prenant pas en compte des principes, ne prenant pas en compte des acquis, ne prenant pas en compte des standards, ne prenant pas en compte des fondamentaux inhérents à l'humanité. Et on pourrait se retrouver, malgré sa bonne foi, malgré ses élans, responsable donc d'une descente aux enfers. Le premier plaisir, comme je vous le dis, c'est bizarre. Je fais un lien étroit. Même si je rentre tard ou je reviens après des jours de voyage ou de mission, j'ai l'excuse de me dire, quand je retrouve la famille, c'est pour ça que je suis allé en mission. C'est pour ça que j'étais dehors toute la journée. C'est ça en fait, c'est ce lien étroit entre ce que vous faites dans l'arène publique et les excuses et la motivation que vous retrouvez en fait, malgré les échecs, malgré les menaces, malgré le contexte parfois, la psychose parfois suscitée ou créée par les uns et les autres, malgré cet environnement parfois chrysogène, lorsque vous rentrez, vous vous dites, je ne peux pas être démotivé. Je ne peux que retrousser les manches, je ne peux que retrouver de l'énergie pour aller de l'avant. Parce que justement, ils n'ont pas demandé à subir ça. Je suis responsable. C'est vrai que nous avons malheureusement avec les pratiques culturelles que nous avons actuellement et au plan agricole et le déversement d'assez de produits dangereux dans nos eaux et pour finir donc une agriculture suffisamment influencée par les produits chimiques. Vous avez peu d'entrain et peu de satisfaction. Même manger la pâte avec le piment. Mais ça demeure quand même le meilleur plat, même si nous aurions aimé quand même que, encore une fois, les réformes de gouvernance publique travaillent suffisamment à rendre notre agriculture plus naturelle, plus bio, que de subir les dégâts en fait de la production de certains autres produits agricoles qui ont une forte incidence sur la production vivrière en matière de qualité. On ne vous suit pas bien. Votre meilleur repas, c'est la pâte blanche, la pâte plus les condiments coupés tout simplement. C'est le meilleur repas. Mais encore une fois, je vous dis que... Sans poisson. On n'est pas encore atteint l'âge de ce régime drastique. Mais voyez, c'est-à-dire nous aurions vraiment aimé vivre, garder cette passion pour la pâte, pour le maïs. Si on n'avait pas malheureusement, c'est-à-dire ces déversements ou ces effets collatéraux de l'usage de produits suffisamment dangereux dans le cadre de la production d'autres produits agricoles qui, pour certaines logiques, encore une fois, de développement, de croissance, contribuent à la croissance économique, mais tout sauf un développement humain durable. Le contact et les échanges avec les plus jeunes que moi et les plus âgés que moi.
les plus âgés que moi. C'est vrai que nous avons assez de déceptions par rapport aux plus âgés relativement à des postures et à des initiatives qui parfois inquiètent. Et nous aurions aimé, pour certains, qu'ils demeurent pour nous des repères, hélas. Mais nous avons encore quand même de la réserve. Il y a encore quand même certains qui continuent de constituer en fait des sources et qui nous donnent des ressources aussi pour pouvoir interagir au mieux avec les jeunes qui ne demandent que ça. Donc cette relation équilibrée entre des personnes qui constituent pour nous des sources et cette capacité en fait aussi à transmettre, à interagir, à susciter en fait une relève de qualité, parce que être encore dans l'activisme à 50 ans ne serait pas responsable à mon niveau. Je crois bien que je ferai ce que je fais à un âge donné. Après, c'est avec plaisir que je verrai beaucoup d'autres jeunes et faire mieux que moi. Faire mieux que moi. Dans l'histoire du Bénin. Il n'en a pas en fait. Non, dans l'histoire du Bénin, dans l'histoire du Bénin, un monsieur attaché à ce pays et qui, c'est un acteur politique attaché à ce pays, qui a vécu sobrement et qui avait un langage véridique et qui a souvent été incompris et dont même parfois les propos ont été manipulés et mal utilisés. Je pense bien qu'il serait intéressant dans la mémoire et dans les actes de restaurer un personnage comme Armand Négué. Je pense que ce personnage, il est restaurable. Si on s'intéresse un peu à notre histoire, je pense qu'on peut le restaurer. Et c'est pas absolu, hein, c'est pas le personnage, c'est pas absolu, parce que à la recherche, je pense qu'il y a matière vraiment à se pencher un peu sur son histoire, sur son impact par rapport à notre et sa capacité en fait à subir, mais à continuer quand même pas être un acteur positif au changement majeur. Et puis la sobriété avec laquelle il faisait tout, mais avec conviction, force et le langage véridique. Je crois quand même que si peut-être les plus âgés qui l'ont côtoyé et qui sont maintenant aux affaires l'avaient suffisamment compris ou avaient suffisamment perpétué peut-être sa culture, sa conviction, la force de conviction qu'il avait, peut-être qu'on aurait fait quelque chose de mieux. C'est peut-être quelques années plus tôt la difficulté de compréhension que j'avais à travailler avec les plus jeunes que moi, parce que n'ayant pas eu la chance que j'ai eue en termes d'acquisition de savoir-être et de savoir-agir, j'ai peut-être trop fait de choquer plus d'un, dans ma manière, pas de les juger, mais de les aborder, d'interagir avec eux. Après, j'ai compris qu'ils n'étaient que le produit d'un système éducatif complètement démantelé, et qui n'étaient que les victimes d'un système qui a transmis peu en matière de compétences interpersonnelles, interculturelles, compétences pacifico-critiques, de citoyenneté, de civilité, et qu'en réalité, il fallait même célébrer leur intérêt à agir dans l'arène publique en tant qu'activiste, plutôt peut-être que en griffe de leur taper dessus à la première bêtise. Donc, je pense que si j'avais encore l'occasion, j'échangerais autrement avec eux. Je serais peut-être moins sévère, moins rigoureux dans l'approche, dans la démarche, parce qu'en réalité, ça fait partie jusqu'à l'instant où je vous parle, il vous suffit de faire un tour dans les écoles primaires.
dans les collèges, vous allez comprendre que ce qui nous guette dans 15 ans, dans 20 ans, c'est énorme. Ça fait peur même. Donc, voilà, nous avons, si j'ai un regret, c'est de n'avoir pas tout de suite perçu les dégâts de notre système éducatif sur la jeunesse et aussi me prédisposer en fait à mieux interagir avec cette jeunesse. Mais peut-être ils le diront plus tard, mais j'essaie de me rattraper. J'essaie de garder ce contact avec les jeunes pour semer. Je veux bien la garder secrète. Très bien. Un mot pour terminer cette émission, puisqu'on arrive justement à la fin. Non, je reviens vraiment. D'abord, je vous remercie pour l'opportunité. Et je reviens vraiment sur notre plaidoyer commun. Et d'abord, je salue et je remercie les responsables de mettre plateformes et réseaux qui vraiment sont préoccupés et qui ont remonté les doléances citoyennes par rapport à l'impasse qui se dessine par rapport à 2021. Et d'abord, je les remercie pour d'abord la relation et la synergie et l'indignation collective et l'interaction constante que nous avons. Et puis après, je réitère vraiment nos voeux de dialoguer avec le chef de l'État. Et nous avons vu en réalité que certains peut-être nous reprochent de n'avoir pas interagi directement avec le Parlement, mais vous comprenez au fil du développement en fait, de ce débat et que de cette séance d'échange que le chef de l'État constitutionnellement demeure pour nous le seul acteur responsable. Une responsabilité sans faute, mais responsable du contexte et qui peut encore en réalité c'est-à-dire changer les donnes. Pour nous, jusque-là, elle est de bonne foi, mais au risque finalement de paraître suspect, ce serait intéressant qu'il intègre toutes les inquiétudes, toutes les interrogations que nous avons et qu'il dégage en fait des pistes d'ajustement de la thérapie pour que le malade ne finisse pas au tombeau. Avec Kandarko, président de l'ONG Changement Social Bénin, membre de la plateforme électorale des organisations de la société civile. Merci d'être passé sur cette émission. L'entente c'est ainsi fini, amis internautes. Rendez-vous dimanche prochain.